Donc bienvenue à toutes et à tous pour cet épisode numéro 5 des C2 Live. J'ai la joie, le bonheur et l'immense honneur de recevoir le docteur Eric Malbos. Oui, merci. Eric, bonjour. Bonjour. Merci d'être venu et de te prêter au jeu de cette interview. Avec plaisir. Alors, interview, on va dire assez classique, où on va poser à peu près 4-5 questions internes. Et après, on a recueilli des questions des gens qui nous suivent sur les réseaux sociaux. Donc voilà. Et après, vous êtes sur le live en direct. N'hésitez pas à rebondir sur les échanges qu'on fait. S'il y a des questions en plus, ça sera avec grand plaisir. Donc tout d'abord, est-ce que vous pourriez vous présenter en quelques mots? Oui, bien sûr. Donc, je suis le docteur Eric Malbos. Je suis médecin psychiatre, chercheur et aussi designer 3D. Je travaille en fait à l'APHM, au CHU de Conception, service de psychiatrie adulte du professeur Lançon, et au centre de recherche Cérimed à la Timok. Très bien. Alors, depuis quand pratiquez-vous les thérapies par exposition à la réalité virtuelle? Je pratique depuis 2003, ça fait donc 16 ans maintenant que j'utilise la réalité virtuelle dans un but de recherche, dans un but clinique. D'accord. Est-ce que vous pourriez nous présenter, représenter pour ceux qui ne connaissent pas encore les thérapies par exposition en réalité virtuelle, en quoi ça consiste, comment ça fonctionne? L'idée en fait est de remplacer au cours de thérapie qui s'appelle la thérapie cognitivo-comportementale, de remplacer un volet qui est intitulé exposition, où classiquement on exposait le patient à de véritables environnements. Donc s'il avait peur de prendre l'avion, il est exposé à un vrai avion. S'il avait peur de la saleté pour les tocs, on l'exposait à la saleté. S'il avait peur du sang, c'était pareil. Même chose pour la cigarette, pour l'alcool, on l'exposait à de vrais éléments. Mais la difficulté, c'est que ça prenait du temps, et c'était rare les thérapeutes qui pouvaient accompagner leurs patients dans l'avion, par exemple. Sans compter que dans l'avion, on ne peut pas contrôler les turbulences, le décollage, etc. Donc pour que la thérapie soit vraiment très douce et flexible, elle a été créée en 1992, et les premières expériences, on utilise la réalité virtuelle, donc des environnements en 3D conçus par ordinateur, qui vont reproduire les lieux redoutés par les patients, pour qu'on puisse les exploiter en thérapie. Donc ça va être un avion en 3D, un chien en 3D, ça va être de la saleté ou du sang pour les tocs, ça va être un supermarché pour les anorexiques, ça va être des paquets de cigarettes pour les addictions au tabac. Donc c'est ce qu'on fait maintenant au CHU et partout en France, avec D'accord. G2Care. Alors, je rebondis sur une première question qu'on nous avait posée, c'est est-ce que les TERV ont une validité scientifique? Oui, effectivement, il y a un recul qui est très important, puisque le premier essai clinique remonte à 1992, ce qui veut dire qu'on a maintenant 27 ans de recul en termes de publication sur des revues scientifiques à comité de lecture. Donc il est démontré scientifiquement, grâce à des compilations des études qu'on appelle des méta-analyses, que la thérapie par exposition à la réalité virtuelle est efficace, au moins aussi efficace que la thérapie classique, mais sans ses inconvénients de perte de temps, aller à l'extérieur. Et en plus, c'est beaucoup plus motivant pour les patients, comme ça a été également démontré par l'étude de Garcia Palacios en 2006. Donc oui, on a vraiment beaucoup de recul pour dire que c'est efficace sur le plan clinique chez des patients qui souffrent de troubles mentaux. D'accord. Alors, est-ce qu'on peut revenir plus en détail justement sur quel est l'apport des TERV par rapport aux thérapies classiques? Quels avantages ça apporte? Est-ce qu'il y a des désavantages aussi? Bien sûr. Alors pour les avantages, c'est que ça peut se passer à l'hôpital, dans un cabinet, au domicile du patient, dès l'instant qu'ils ont le matériel. C'est-à-dire que plutôt de s'aventurer à l'extérieur dans un vrai métro, dans un vrai embouteillage, dans un vrai avion, ce qui prendrait beaucoup de temps, on peut tout faire dans un hôpital, dans une structure de soins, même au domicile du patient si c'est nécessaire. Ça, c'est déjà intéressant. Il y a un gain de temps et un gain financier pour les personnes qui sont en libéral qui est très important, parce que partir en avion prendrait 24 à 48 heures. Alors que là, un vol Toulon-Los Angeles, vous pouvez le faire en une demi-heure au cours de la séance. Ça, c'est le premier avantage. Deuxième avantage, qui est très important pour beaucoup de troubles, dont les troubles anxieux, les phobies, les tocs, etc., c'est le contrôle. Le problème, c'est que dans la réalité, on ne peut pas contrôler les événements. Vous ne pouvez pas contrôler le comportement d'un chien si votre patient a peur des chiens, qu'il soit calme ou agressif, ni la présence de turbulences dans un avion, ni la présence d'un embouteillage, ni la présence d'un certain nombre de personnes dans un supermarché si vous travaillez sur l'agoraphobie. Alors qu'en réalité virtuelle, simplement en cliquant en fait sur un bouton du clavier ou sur un menu qui s'affiche, on peut changer tous ces paramètres en direct. On peut donc choisir le nombre de passagers dans un avion, on peut choisir l'espace d'un ascenseur, on peut choisir la transparence d'un ascenseur, on peut choisir le comportement d'un chien, on peut choisir le comportement des avatars dans un supermarché. Donc ça fournit une souplesse qui est très importante et qui apporte quelque chose qui est essentiel en thérapie, c'est la douceur. Parce que les patients, ils ont besoin
de douceur, et cette douceur est apportée justement par la réalité virtuelle qui permet cette grande progression. L'autre avantage qui est important, c'est la motivation. Comme les patients savent qu'ils ne sont pas exposés au regard des autres, parce que c'est ce qu'ils vont vous dire, mais si je fais la thérapie, on va trouver que je suis ridicule, on va voir que je suis paniqué ou je suis angoissé. Là, tout se fait en fait, que ce soit le supermarché en 3D ou l'avion, etc., tout se fait de manière confidentielle à l'hôpital ou au cabinet, ce qui permet de rassurer le patient parce qu'il sait qu'il ne va pas être exposé au regard des autres, par exemple. Ensuite, pour les jeunes générations, il y a un effet de motivation, parce que tout ça, la réalité virtuelle, ça fait penser un peu aux jeux vidéo. Donc les jeunes générations qui ont grandi avec les jeux vidéo ou Internet sont passionnés par cette nouvelle technologie, sont très motivés par ces nouveaux moyens technologiques qui sont exploités par la psychothérapie. Donc ça, c'est aussi un grand avantage. Et enfin, le dernier, c'est la répétition. Parce que si votre patient a peur de prendre l'avion, par exemple, mais certains patients vont vous dire, oui, mais moi, j'ai peur du décollage en particulier. Est-ce qu'on peut travailler sur le décollage en avion, s'il vous plaît? En réalité, à moins que le thérapeute ait son propre avion, c'est impossible. Alors qu'en réalité virtuelle, aucun problème. Au cours d'une séance d'une demi-heure, vous pouvez faire 15 décollages avec votre patient qui a donc travaillé 15 fois le décollage et qui sera forcément moins anxieux au 15e qu'au premier. Donc on a des avantages qui sont vraiment très importants et c'est pour ça que plusieurs équipes de recherche dans le monde et plusieurs centres hospitaliers universitaires et maintenant donc plus de 400 praticiens en France ou en Europe grâce à C2Care le font. Ça apporte de nombreux avantages. Pour ce qui est des avantages, il y en a très peu, et en fait il y en a de moins en moins, mais c'est vrai qu'il y en a, il ne faut pas le nier. Le principal, c'est bien sûr ce qu'on appelle le cyber sickness, c'est-à-dire le cyber-malaise, qui s'apparente au mal des transports. C'est-à-dire que le patient, quand il va conduire dans un environnement virtuel, s'il a peur de conduire par exemple, eh bien il va avoir des impressions un peu comme au mal des transports, de nausées, de bouffées de chaleur, de transpiration. C'est pas fréquent, mais ça peut arriver de temps en temps. C'est un des inconvénients. Mais on peut le résoudre en pratique clinique tout simplement en faisant des pauses régulières toutes les 5 minutes. Et en général, au bout de 2-3 séances, c'est plus un problème. Et en plus, l'équipement devenant de plus en plus moderne, le temps de latence, le retard entre ce qu'on voit et ce qu'on sent dans les mouvements est de plus en plus faible, ce qui fait que ces phénomènes sont de plus en plus rares. Mais il faut quand même le signaler, c'est un inconvénient. Autre chose, c'est qu'il ne faut pas oublier les contre-indications. La contre-indication, c'est pour l'épilepsie photosensible. Il ne faut pas mettre un épileptique photosensible avec un casque, parce que c'est la fréquence qui risque de provoquer une crise épileptique. Voilà. Mais en dehors de ces deux petits inconvénients, effectivement, les avantages compensent largement ces deux problématiques. D'accord. Donc je vais rebondir sur plusieurs choses. La première, c'est qu'en introduction, on a oublié de signaler qu'on collabore. Eric, vous collaborez avec C2Care depuis le début justement sur l'élaboration des environnements, des protocoles. Tout à fait. Est-ce que vous pouvez dire un petit mot justement sur voilà, comment on élabore justement les environnements avec vos conseils? Alors c'est très important parce que les environnements ne sont pas liés au hasard, c'est pas juste mettre un avion, mettre un chien, mettre de la saleté. Avec la pratique courante qu'on a au centre hospitalier universitaire, avec la recherche scientifique que j'ai effectuée, donc je sais exactement quels sont les facteurs précis qui vont provoquer de l'anxiété, de l'addiction, de l'envie de fumer, de l'envie de faire des rituels, des compulsions. Et c'est là que j'ai conseillé C2Care, c'est comment configurer exactement un espace virtuel, toujours pareil, l'avion, le chien, le supermarché, pour que vraiment on puisse toucher exactement aux émotions qu'on cherche à réveiller, de manière à pratiquer la thérapie de manière la plus efficace possible. Tout ceci soutenu évidemment par des preuves scientifiques et empiriques. Alors, on avait justement une question par rapport à... Voilà, est-ce qu'il y a des cas où on ne doit pas exposer un patient en réalité virtuelle? Donc, on a évoqué le cas photosensible, épilepsie. L'épilepsie photosensible, est-ce qu'il y aurait d'autres cas? Non, tout le monde peut pratiquer la réalité virtuelle. Alors, je dirais quand même qu'il ne faut pas exposer les personnes qui sont en pleine bouffée délirante aiguë. Et qu'il ne faut pas non plus exposer les schizophrènes qui sont en phase de décompensation. C'est sûr que si le schizophrène est en pleine crise hallucinatoire, on ne va pas l'exposer en réalité virtuelle, ce serait dangereux. Je dirais ça. Et enfin, peut-être du fait des émotions provoquées, il vaudrait mieux pas mettre une personne, je ne sais pas, de 80-90 ans, qui a une insuffisance cardiaque avec des antécédents d'infarctus, par exemple. Mais c'est vraiment des cas extrêmement rares. Donc à part ces cas-là, je ne vois pas d'autres personnes à contre-indiquer. Alors, est-ce que vous pourriez nous décrire, alors je sais que chaque praticien a sa méthodologie qui peut un peu changer, bien sûr, mais sur un cas, on va dire, classique, comment se déroule, en combien de séances on traite une phobie, comment ça se passe? Le cas classique, ça peut être la phobie, donc n'importe quelle phobie, l'avion, les rats, les chiens, l'ascenseur, la conduite.
Ça peut être également le TOC, hein, les obsessions par rapport au rangement, par rapport au sang, par rapport à la saleté. Le protocole est bien systématisé et toujours pareil, basé sur la littérature scientifique, hein. Donc, en règle générale, il faut entre 8 et 12 séances au total. Les 4 à 5 premières séances seront dédiées uniquement à l'apprentissage des méthodes de thérapie cognitivo-comportementale. C'est-à-dire, elles seront dédiées à la relaxation, à la gestion des émotions, à la restructuration cognitive, à l'imagerie mentale et aux auto-instructions positives. On passe 4 à 5 séances à faire ça sans réalité virtuelle, parce qu'il faut d'abord que le patient sache quoi faire quand il a des émotions, quand il a de l'anxiété. Voilà, c'est ça qui est important à signaler, c'est qu'il y a vraiment une grande partie, enfin les premières séances qui sont sans réalité virtuelle. Il y a tout un travail en amont avant d'exposer le patient. Absolument, ce qui est très important parce que si on expose le patient d'emblée en réalité virtuelle sans préparation, mais il risque de faire une attaque de panique à l'hôpital ou au cabinet. Donc il faut vraiment que le patient soit d'abord préparé avec les méthodes, qu'il ait évidemment des instruments, des outils pour gérer ses émotions, avant qu'il soit plongé dans ces environnements de synthèse. Parce que les patients nous le disent tous, enfin souvent, c'est mais est-ce que vous pensez que je vais y croire à ces environnements virtuels de synthèse? Vous pensez que je vais vraiment être dedans? Et une fois qu'ils mettent le casque, ils ont compris. Ils ressentent les mêmes émotions, que ce soit l'envie de fumer, l'envie de boire de l'alcool, ou que ce soit une anxiété assez forte, les mêmes émotions que la réalité. Donc il faut bien que le patient soit préparé avant, parce que sinon il va ressentir les mêmes émotions, ne saura pas comment les gérer, et cela va altérer l'efficacité de la thérapie. Donc oui, on passe 4 à 5 séances à lui apprendre ces méthodes. Alors je conseille pour ceux qui sont en cabinet à l'hôpital ou en clinique de le faire en groupe, parce qu'en groupe, ça peut s'apprendre en groupe, vous rassemblez des patients phobiques, TOC ensemble. On le fait avec en général 7 à 8 patients en même temps, et ça marche très bien, sans compter qu'on a l'effet de groupe qui est très positif, parce qu'ils s'entraident entre eux. Ils discutent entre eux, ils se rendent compte qu'ils sont pas seuls à souffrir de ça. Ah mais vous aussi vous avez ça. Ah oui mais moi aussi j'avais la même chose. Mais bien sûr, ça me rassure de voir que je ne suis pas le seul. Il y a cet effet de groupe qui est très important que j'ai constaté donc, à l'hôpital, qui est très utile. Voilà. Et après ces 5 sessions donc, de groupe à apprendre les méthodes, on fait ensuite 6 à 7 sessions, donc 6 à 7 séances, où là on expose le patient en individuel, donc pas en groupe, là en individuel, aux événements qu'il redoute ou qui vont provoquer le craving, donc l'envie de fumer ou de consommer en réalité virtuelle. Très bien. Alors, peut-être, est-ce qu'on a des retours, des questions sur le Facebook? Absolument, j'ai une question par rapport donc, à l'efficacité des expositions en réalité virtuelle comparée à une exposition in vivo. Alors, il y a des articles qui ont déjà répondu à cette question, qui ont étudié par des groupes comparés. On met 20 patients avec le casque et 20 patients sans le casque, on mesure l'efficacité par des questionnaires et parfois par des mesures physiologiques. Eh bien, on trouve dans les méta-analyses qui sont accessibles, qu'on peut trouver sur Internet, démontrent que l'efficacité est au moins équivalente aux thérapies classiques, donc in vivo, mais sans les inconvénients in vivo, donc de sensibilisation, d'absence de contrôle sur les événements, de brutalité. Je vous rappelle que 25% des patients n'osent pas faire de thérapie in vivo parce que c'est trop difficile pour eux, c'est trop angoissant, ça provoque trop d'émotions. Donc c'est au moins équivalent, et certaines études montrent que c'est même plus efficace. Alors, on avait une question qu'on a eue également, qu'on avait notée, c'est comment réagissent vos patients lorsque vous les prenez en charge par TERV? Alors, ils sont déjà préparés parce que souvent, ils viennent pour ça. Un thérapeute qui est en France, en Suisse, en Belgique ou au Canada, qui a le matériel, en général, les patients savent. Donc, il y a 2 cas de figure. Soit ils viennent pour ça, parce qu'ils savent que vous le faites, et c'est ce qu'ils recherchent, donc ils sont déjà préparés. Ils ont vu des vidéos sur YouTube, ou ils ont regardé des documentaires, etc. Soit c'est des patients première fois qui viennent simplement pour consulter pour la première fois parce qu'ils ont un problème d'addiction, un problème d'anorexie, donc un problème d'obsession. Et là, ça va être à vous effectivement de leur conseiller parmi l'arsenal thérapeutique d'employer cette méthode si vous la jugez pertinente. D'accord. Alors, une autre question aussi qui nous est remontée. Comment voyez-vous le futur d'ici à 10 ans des TERV? Le futur, donc d'ici à 10 ans, il y a plusieurs volets à ça. Il y a un volet technologique, parce qu'évidemment, on le voit avec les casques, notamment avec la sortie d'Oculus Quest récemment. Les casques, donc, les visocasques qu'on met sur la tête, donc, évoluent en termes de définition, c'est de plus en plus réaliste, et en termes de champ visuel, c'est de plus en plus immersif. Donc, l'équipement que vous allez utiliser pour vos patients, eh bien, il va être de plus en plus immersif. Sans compter que va sortir d'autres équipements, comme
Dans les addictions, l'odorat c'est important, donc il va falloir associer ça dans le futur avec des banques d'odeurs qui vont reproduire l'odeur du tabac, l'odeur de l'alcool, l'odeur du café, hein, pour provoquer l'envie de consommer. Donc impliquer plus de sens, ça va être une des évolutions majeures de la réalité virtuelle pour que justement la thérapie soit encore plus efficace, de sorte que le patient ressorte des émotions de plus en plus fortes dans un environnement qui implique totalement. Ça c'est la première chose. Donc on a un volet qui est purement technologique. Après on a un volet sur la diffusion, c'est-à-dire qu'il faut diffuser la connaissance sur l'existence de cette thérapie et former des thérapeutes à ces techniques de manière standardisée, c'est-à-dire que pas chacun fasse un peu sa cuisine de son côté, mais vraiment qu'au moins il y ait une base commune qui repose sur évidemment un fondement scientifique démontré. Donc les formations des professionnels, c'est aussi notre phase, et ça va être l'implication du patient, c'est-à-dire que les patients, puisque eux-mêmes peuvent acheter le casque de réalité virtuelle, qu'ils aient au moins aussi accès aux environnements virtuels, au moins une partie, et sous la supervision du thérapeute bien sûr, qu'ils puissent pratiquer également à la maison avec leur casque. Ça c'est aussi une évolution qui est très importante et qui va se passer au cours des prochaines années. D'accord. Alors sur le thème justement du côté technologique, on nous demande quels seraient les bénéfices de la réalité augmentée. Les bénéfices de la réalité augmentée, eh bien, on les aurait immédiatement en termes de réalisme. C'est-à-dire que c'est sûr que les environnements virtuels en 3D donc, sont déjà, notamment ceux qu'on voit avec Citoker, ils sont déjà bien réalistes. Mais il est certain que ce n'est pas photoréaliste. Et par contre, si on tombe dans les films à 360, c'est photoréaliste, mais on ne peut pas interagir. La réalité augmentée, c'est parfait parce qu'elle a un peu l'avantage des deux. Puisque en même temps, c'est filmé, donc on a bien les environnements en direct qui sont réalistes, et on peut rajouter en 3D des éléments qui seront utiles à la thérapie, qui permettent aux patients d'interagir. Donc on a à la fois le photoréalisme et à la fois l'interaction. Donc je pense que ça va être très efficace. Il y a déjà eu des études cliniques qui sont faites notamment avec la peur des cafards. Donc une table réelle avec la réalité augmentée, la personne voit sur une table réelle des cafards en 3D. Et bien, il a démontré que ça provoquait les mêmes émotions que dans la réalité, donc c'est tout à fait exploitable en thérapie. Très bien. Alors, une autre question, un peu plus anecdotique. Avez-vous eu une ou plusieurs anecdotes durant une séance? Oui, bien sûr. Bien sûr, au tout début, c'était en 2003-2004, donc quand je commençais, je ne pensais pas que l'effet serait si fort chez les patients. Et quand j'ai commencé à faire des environnements virtuels et à les exposer, eh bien en fait, on a eu une première patiente que je n'avais pas préparée, et je ne pensais pas que c'était aussi fort chez elle, elle avait une claustrophobie. Donc, je ne pensais pas que l'effet était si intense. Donc je lui ai mis un casque de réalité virtuelle avec des environnements de 2003, donc pas encore bien réalistes, c'était une caverne en fait. J'avais fait une caverne avec un fond marin, etc. Elle est rentrée dedans avec le casque, donc, de l'époque, 2003 toujours, et c'est là que j'ai compris en fait la capacité d'immersion. C'est qu'au bout d'une minute, elle a fait devant moi, parce qu'elle n'était pas préparée, elle a fait une attaque de panique. Donc elle était en train de s'étouffer sous mes yeux, donc vite je m'enlève le casque, on a commencé à faire l'exercice de relaxation. Mais ça m'a beaucoup marqué parce que ça m'a tout de suite montré à quel point c'était important de préparer le patient avant qu'il puisse être immergé en réalité virtuelle. Tout à fait. Est-ce qu'on a peut-être d'autres questions qui sont arrivées sur le chat? Nous avons d'autres questions, notamment on nous demande quelles seraient ou quelles sont les pathologies les plus traitées en TVRV. Alors ce qu'on voit au centre hospitalier universitaire, puisque c'est là pour l'instant que je traite les patients, donc ils viennent à l'hôpital public pour ça, c'est bien sûr les troubles phobiques, avec les cas plus fréquents, qui vont être la peur de l'avion, qui vont être la claustrophobie, ascenseur, métro, etc., qui vont être la peur de conduire. On a beaucoup de personnes qui viennent pour la peur de conduire sur autoroute. Voilà. Là, c'est vraiment les principaux qu'on trouve, et bien sûr l'agoraphobie. Donc là, ça va être divers, métro, supermarché, etc. C'est vraiment les cas les plus fréquentes en termes de phobie qu'on a à l'hôpital. Après, à côté de ça, on a les TOC, mais surtout les TOC sans saleté, la peur du sang, la contamination, la peur de la saleté, bien sûr, et on a les addictions principalement au tabac. Donc c'est surtout ah oui, et un dernier qui est les inquiets chroniques. Donc là, c'est pas une phobie, c'est des personnes qui vont s'inquiéter sur leur femme, leur mari, leur travail, leur santé, et qui ont besoin vraiment d'acquérir de manière efficace des méthodes de relaxation et de gestion des émotions. Donc c'est la dernière indication qu'on reçoit, le dernier diagnostic qu'on reçoit le plus souvent à l'hôpital. Très bien. On a d'autres questions? Alors, j'ai une dernière question. On nous demande s'il y a une différence entre l'apprentissage in virtuo et l'apprentissage in vivo.
Non, il n'y a pas de différence, hormis, comme je l'avais dit au début, le fait que ça va prendre beaucoup plus de temps de le faire in vivo. Mais les méthodes, que ce soit in vivo ou que ce soit in virtuo, donc en réalité virtuelle, se basent sur les mêmes règles, donc se font de la même façon, c'est-à-dire de manière progressive, ce qui est plus facile en réalité virtuelle, mais c'est la même règle. Répéter, il faut le faire plusieurs fois, 1 à 2 fois par semaine, et prolonger, il faut rester au moins un quart d'heure, 20 minutes. C'est les mêmes règles, que ce soit dans la réalité ou dans la réalité virtuelle. Et de toute façon, le patient, une fois que les séances sont terminées en réalité virtuelle, il ne va pas devoir se confronter à la réalité. Donc ces règles sont les mêmes parce que de toute façon, de l'exposition de niveau, il va bien le faire tout seul une fois que les séances seront terminées avec le thérapeute. Je rebondis sur une question. Est-ce que vous auriez des conseils pour des thérapeutes débutants? Donc, vous rédigez les protocoles pour C2Care. Oui. Vous avez écrit un livre aussi à signaler. Oui, c'est ça. Il y a aussi les formations. Est-ce que vous avez des conseils à donner en particulier pour un thérapeute qui débuterait en réalité virtuelle? Oui, pour un thérapeute qui débute, c'est bien sûr de se former, hein, ça paraît la première chose à faire. Hein. Comme ça, au moins, on est sûr de ce qu'on fait, on connaît les méthodes. Donc, c'est de faire des formations et j'en propose, donc à l'hôpital, j'en propose aussi avec C2Care. Et aussi le livre que j'ai écrit avec le professeur Lançon et Rodolphe Oppenheimer, donc Se libérer des troubles anxieux. On va écrire un livre encore plus précis sur ces questions qui va sortir avec Odile Jacob à la fin de l'année, où là, pour que ce soit très didactique pour justement les thérapeutes débutants, j'ai même mis par séance. Séance 1, il faut faire ça. Séance 2, il faut faire ça. Séance 3, il faut dire ça. Pour que justement le thérapeute débutant sache exactement ce qu'il faut dire et qu'il ait une bonne base pour débuter. Donc se former avec la formation et avec les livres et bien sûr se lancer dans ces nouvelles technologies, c'est ce que je dirais donc aux thérapeutes débutants et qu'ils apprennent vraiment les méthodes de départ par cœur. Parce qu'au départ, on est un peu impressionné par la situation, le matériel, etc., les patients, ça impressionne. Donc au départ, on va tous commencer comme ça, il faut apprendre par cœur les méthodes, hein, savoir exactement quoi dire par cœur, et après avec la pratique, ça sort tout seul, et après ça devient naturel. Très bien. Eric, est-ce que vous avez un mot pour la fin? Et le mot pour la fin, ça va être que je pense très sincèrement que la réalité virtuelle, et je suis content de le faire avec C2Care, va s'impliquer dans d'autres domaines, et vraiment je pense qu'en dehors de la thérapie, le domaine de la pédagogie, c'est-à-dire l'enseignement, hein, que ce soit pour les adultes, ce qu'on commence à faire avec les étudiants en médecine qui mettent des casques pour se former aux gestes d'urgence, ou que ce soit les enfants, je pense vraiment que ça va aider au développement et à l'apprentissage de nouvelles compétences et que ça va permettre d'augmenter ou d'améliorer l'intelligence humaine de notre société. Eric, merci d'être venu, d'avoir répondu à nos questions. Avec plaisir. Merci à tous de nous avoir suivis sur Facebook, en live ou en replay sur YouTube. Et à très vite pour un prochain épisode des C2 Live. Merci. Merci, à bientôt.